Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV. On va tout de suite prendre la direction non pas de Matignon de l'Assemblée nationale mais de la haute mer. Le skipper Charlie Dalin est avec nous pour débuter cette émission, le vainqueur du dernier Vendée Globe qui publie ce livre, La force du destin, plongé de l'intérieur dans le quotidien d'un skipper, dans le quotidien de la course au large mais également dans le quotidien de son combat contre la maladie. On en parle avec lui, ce sera en tout début d'émission. Combien coûterait un renoncement sur la réforme des retraites? C'est la question que l'on se pose depuis qu'Elisabeth Borne a ouvert la voie à la suspension du texte qu'elle avait pourtant porté à l'Assemblée nationale contre vents et marées. L'ancien conseiller ministériel en charge des retraites, justement, Éric Veil, est avec nous. Il nous donnera son point de vue sur la question. Et puis Donald Trump vient-il d'obtenir la paix au Moyen-Orient? Va-t-on enfin vers une vraie résolution de la guerre dans la bande de Gaza? Nous en parlerons, ce sera avec le géopolitologue Bertrand Badi après l'annonce, vous savez, de l'accord de cessez-le-feu la nuit dernière. Bonjour Charlie Dalin. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau, vainqueur bien évidemment du Vendée Globe 2024 et auteur de ce livre La force du destin, publié aux éditions Gallimard. Ça sort, je crois, aujourd'hui même en librairie, livre dans lequel vous revenez d'abord sur votre formidable victoire d'il y a un an sur ce Vendée Globe. Il y a un peu moins d'un an d'ailleurs, il y a 9 mois, vous arriviez sur le ponton des Sables d'Olonne. Vous racontez également dans ce livre cette passion de la voile qui vous anime depuis votre plus jeune âge, depuis l'âge de 6 ans, si j'ai bien retenu le livre. Et puis vous revenez également sur les nombreux succès remportés, notamment ces 5 podiums sur la solitaire du Figaro. Vous révélez également dans ce livre être atteint d'un cancer, maladie qui vous ronge depuis quelques années. Elle vous a été diagnostiquée en 2023. Venons-en à cela pour commencer, puisque vous aviez décidé dans un premier temps de ne pas en parler. Vous aviez opté pour le silence dans les médias sur cette maladie, avant donc décider de briser la glace dans ce livre, donc la force du destin. Quel a été, Charlie Dalin, le cheminement de cette décision et donc ce choix de révéler au grand jour cette maladie dont vous souffrez dans ce livre? Cette décision, elle est venue le jour de l'arrivée du Vendée Globe. Voilà, ce jour-là, j'étais même à deux doigts d'en parler à la conférence de presse de mon arrivée. Mais au dernier moment, je me suis dit que non, c'était pas le moment, que je voulais profiter de ma victoire telle qu'elle l'était. Parler du sportif, parler de la course, parler du record, mais pas parler de ça. Par contre, c'est vraiment ce jour-là que j'ai décidé que j'allais en parler. Je ne savais pas sous quelle forme j'allais le faire à ce moment-là. Un post sur les réseaux sociaux pour moi n'avait pas de sens. Je ne me voyais pas résumer ça en quelques phrases. Et c'est qu'est-ce qu'il fallait réorganiser une conférence de presse, faire une longue interview. Et je ne trouvais pas la solution. Et quelques semaines après l'arrivée, Gallimard et Didier Ravon m'ont contacté. Et donc m'ont proposé un livre sans que eux se doutent, sans qu'ils soient au courant de mes problèmes de santé à l'époque. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça le bon format. C'est la bonne manière, avec le temps d'expliquer, le temps de revenir en arrière, de prendre le temps de poser les mots sur cette maladie. Et sur donc ce cancer, cette tumeur donc à l'intestin, 15 cm de long, ce pamplemousse, c'est vous qui l'appelez ainsi. Où en êtes-vous, Charlie Dalin, dans votre traitement face à cette maladie aujourd'hui? J'ai été opéré 6 semaines après l'arrivée. Ça a été assez dur parce que l'opération a duré plus de 4 heures. Et quand je me suis réveillé de l'opération, j'ai vraiment senti à la fois le poids de l'opération qui se rajoutait au poids de la fatigue du Vendée Globe. C'est un écart vraiment vertigineux entre l'apogée de ma carrière de sportif et 6 semaines plus tard, me retrouver vraiment à surmonter cette plus grosse difficulté à date pour moi en termes de santé. Vous êtes toujours sous traitement aujourd'hui? Je suis toujours sous traitement. Malheureusement, la maladie est revenue sous une forme un petit peu différente. Donc j'ai dû modifier mon traitement. Je suis sur un traitement un petit peu plus lourd, on va dire, que celui que j'avais sur le Vendée Globe. Ça reste de la thérapie ciblée, c'est le nom. Mais ça me fatigue peut-être un peu plus que le médicament que j'avais sur le Vendée Globe. Et vous en parlez en tout cas sans détour dans ce livre. Vous racontez d'abord la manière dont vous l'avez appris et puis surtout ce combat qui a été le vôtre pour être sur la ligne de départ, le jour du départ donc du Vendée Globe, il y a quasiment un an jour pour jour d'ailleurs. Et vous dites dans ce livre que c'était déjà une petite victoire pour vous d'y être. Même une grande victoire, parce qu'effectivement, presque pile un an avant le départ,
Ce scanner, je le fais le 25 octobre 2023. Le départ du Vendée Globe, c'est le 10 novembre 2024. Donc voilà, presque presque un an jour pour jour, on découvre cette tumeur. Et à ce moment-là, quand on m'annonce cette terrible nouvelle, je pense surtout à mon fils, à ma femme. À ce moment-là, je pense plus du tout au Vendée Globe. Ouais. J'ai pu commencer à repenser au Vendée Globe dans un second temps. Déjà, quand j'ai su de quel cancer il s'agissait, parce que quand on m'a annoncé le cancer, personne ne savait de quel type de cancer il s'agissait. Il fallait faire une biopsie, faire tout un tas d'analyses. Alors même que vous étiez en pleine préparation de ce Vendée Globe, vous aviez des courses de qualification notamment. Ouais, donc la tumeur, on la découvre 5 jours avant la Transat Jacques Vabre. J'étais dans la salle d'attente, j'étais encore en train de travailler la météo, comme si de rien n'était. Et donc forcément, j'ai pas pu participer à cette course. Et une fois que le traitement a commencé, déjà la bonne nouvelle c'est qu'il y avait un traitement pour ce type de tumeur, de ce type de cancer, qui n'existait pas il y a encore 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de solution pour ce cancer. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'assez rapidement, j'ai pu arrêter les antidouleurs. J'avais la douleur au bout de quelques jours, en seulement quelques jours, la douleur a baissé. J'ai pu assez rapidement reprendre le sport, reprendre la navigation. Les 4-5 kilos que j'avais perdus avant, jusqu'à la découverte, jusqu'au début du traitement, je les ai repris assez vite. Et surtout, je suis allé voir le professeur Le Sen à l'Institut Gustave Roussy, qui m'a appris qu'il avait d'autres sportifs de haut niveau qui avaient le même traitement et qu'ils arrivaient à suivre, à continuer leur carrière. Et qui vous a rassuré sur la possibilité dans l'immédiat de pouvoir disputer ce Vendée Globe. Oui, lui m'a dit oui, ce Vendée Globe, c'est possible. Donc voilà, moi c'était à mi-janvier et c'était une super nouvelle. Je suis rentré en Bretagne sur mon petit nuage. Mais malgré tout, j'ai fait 2 courses de préparation. J'ai 2 transatlantiques de préparation avant le Vendée Globe, au printemps 2024. Et en fait, je fais 4e sur la première. Pour moi, c'était une contre-performance. J'ai jamais fait un si mauvais résultat sur le circuit IMOCA. Le circuit IMOCA, c'est le circuit des bateaux qui participent au Vendée Globe. Depuis que j'étais arrivé sur le circuit en 2019. Donc, à ce moment-là, je doute. Il y a un moment donné où vous vous êtes dit, je vais devoir renoncer. Je rappelle qu'à ce moment-là, vous faites partie des favoris de la prochaine édition. Vous avez un super bateau, un super sponsor. Vous étiez arrivé 2e lors de l'édition précédente. Il y a un monde là où vous vous dites, mince, je vais devoir renoncer. À ce moment-là, oui. Je suis très fatigué sur le dernier tronçon de cette transatlantique vers New York. Et je me dis, est-ce que c'est finalement bien raisonnable est-ce que c'est vraiment possible de faire de la course au large avec cette maladie, avec ce traitement? Et donc je passe beaucoup de temps au téléphone avec mon médecin du sommeil, docteur Duforest de l'Hôtel Dieu, avec mon préparateur mental, et on trouve des solutions. Et en fait, j'adapte ma façon de naviguer, sauf qu'il faut que je vise juste, puisque il me reste une seule course avant le Vendée Globe, cette course entre New York et les Sables d'Olonne, et ça se passe très bien. J'arrive à gagner l'épreuve avec beaucoup d'avance sur les autres, et c'est une course qui est peu connue, qui est pas très suivie, mais pour moi elle valait presque aussi fort qu'une victoire du Vendée Globe, parce que c'est vraiment là que je me suis dit que oui, le Vendée Globe va être possible. Non seulement le Vendée Globe va être possible, mais je vais aussi pouvoir maintenir mes objectifs sportifs qui étaient viser la victoire. Et vous serez donc là, effectivement, sur le ponton des Sables d'Olonne pour ce grand départ, le 10 novembre 2024. Et vous dites dans ce livre que vous avez finalement rarement été aussi heureux et décontracté que le jour du départ, paradoxalement. Et sur ce jour du départ, mais aussi sur toutes les journées de la course. Et Dieu sait qu'elle a été intense, en particulier pour vous, parce que vous avez été dans un mano à mano avec notamment Johan Richomme pour jouer cette gagne. Finalement, c'est vrai que ça aide à relativiser un certain nombre de choses. Complètement. Il y a quelque chose que cette maladie m'a permis de faire, c'est apprendre à relativiser les enjeux du sport. Et moi, avant, je pouvais mettre beaucoup de pression sur mes résultats sportifs. Et là, quand je pars sur le Vendée Globe, je me dis, mais au final, si je rate mon Vendée Globe, si je ne le remporte pas, je me dis que c'est pas grave, qu'il y a bien pire dans la vie que de rater une course. Et je pars donc... Ça vous a changé en tant que skipper, finalement? Ouais, j'arrive à naviguer détaché, plus déterminé que jamais malgré tout, mais
mais détaché des enjeux sportifs et de la pression que je pouvais me mettre. Comment ça s'est passé le quotidien à bord pendant ce Vendée Globe? Parce que c'est vrai que remporter un Vendée Globe, c'est déjà un défi physique absolument dingue. D'ailleurs, le simple fait de terminer un Vendée Globe, c'est complètement dingue. Vous le terminez, vous le gagnez avec cette maladie. Concrètement, comment ça se passe à bord? J'ai dû vraiment dormir le plus souvent possible, quoi. Souvent, les skippers emmènent des podcasts, même certains prennent des séries pour voilà, les moments un peu de longueur. Déjà, moi, il n'y a pas eu beaucoup de longueur parce que la course a été très rapide, même pas du tout. Mais ouais, je voulais vraiment, dès que j'avais même une minute de repos, de calme, je voulais aller m'allonger et dormir, quoi. J'enregistrais mes temps de sommeil, je chronométrais mes siestes pendant la course, et sur la moyenne du Tour du Monde, j'ai dormi 6h30 par 24 heures. Donc c'est un chiffre qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des coureurs. Et voilà, ça m'a permis de tenir sur la longueur. Et il se trouve que mon bateau massif a été vraiment... il a été conçu avant que cette maladie soit découverte, mais on avait vraiment fait avec l'équipe, on a vraiment fait une configuration optimisée pour la récupération. Oui. Avec ma zone de table à cartes qui était vraiment à moins d'un mètre, à même 60 cm de ma zone de sommeil. Ma cuisine je pouvais y accéder assis à ma zone de table à cartes. Et en fait, c'était très très facile pour moi d'aller m'allonger, ne serait-ce que quelques minutes. Les seuls au courant à ce moment-là, ce sont donc votre équipe et bien évidemment vos proches. Non, mon équipe est à peine au courant. Voilà, ils savent que j'ai un traitement, mais ils savent pas vraiment quoi. D'accord. J'ai pas à ce stade, j'ai pas mis de mots sur la nature de la maladie. Donc il y a vraiment que ma famille et le staff médical qui sont au courant. Vous avez senti la différence par rapport à votre premier Vendée Globe, donc il y a 5 ans. Vous vous êtes senti amoindri quand même à bord? Paradoxalement, j'ai beaucoup appris sur mon premier Vendée Globe, donc je pars riche d'une expérience bien plus importante. Mais non, je ne me suis pas senti amoindri, à part ces questions de sommeil et aussi des crampes musculaires que je pouvais avoir, mais voilà, grâce à un savon de Marseille à côté de mon oreiller. Alors ça, j'ai lu ça effectivement dans le livre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de savon de Marseille? Alors ça fait un peu remède de médecin. Ça fait un peu remède de grand-mère. Pourtant ça vient d'un médecin. C'est quoi? C'est respirer un savon de Marseille? Ouais, en fait, en dormant, le savon, là, je respire l'odeur du savon de Marseille et comme par magie, voilà, j'avais plus de crampes musculaires, quoi, alors que c'était un des effets secondaires qui me gênait avant que j'installe ce savon de Marseille. Et ouais, le principal problème, c'était vraiment la fatigue, donc être obligé de dormir plus et plus souvent, et aussi l'alimentation, parce qu'avec ce médicament, il y a certains aliments qui sont contre-indiqués, comme l'ail, certains épices comme curcumin, pas mal citron vert, pamplemousse, etc. Donc il a fallu aussi que j'adapte mon avitaillement pour ne pas emporter d'aliments contre-indiqués. Est-ce que vous avez réussi à oublier presque cette maladie? Complètement. À bord? Complètement, oui. J'étais concentré à autre chose, je pensais à autre chose. Oui, j'avais ce médicament, j'avais l'alarme qui me prévenait que c'était l'heure de prendre le médicament tous les jours. Mais à part ça, oui, je m'en suis pas vraiment préoccupé. Je l'ai un peu oublié le temps de la course. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez franchi le ponton? D'ailleurs, on voit les images de cette arrivée au beau matin au Sable d'Olonne. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? On vous avait posé la question, évidemment, lorsque vous étiez venu nous voir dans nos studios juste après cette victoire, mais vous ne pouviez, par définition, pas tout nous dire, puisque vous n'aviez pas encore révélé, effectivement, cette maladie. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, c'est vraiment, comme vous le dites dans ce livre, une double victoire. C'est ça, c'est une victoire... C'est aussi une histoire particulière avec le Vendée Globe. On en a parlé tout à l'heure, je suis arrivé deuxième, mais en franchissant la ligne, je termine deuxième du Vendée Globe 2020 en franchissant la ligne d'arrivée en premier suite à des compensations. Donc voilà, même si j'ai toujours accepté ces compensations et que c'est tout à fait normal, ça n'a pas pour autant été facile à digérer. Et puis là, voilà, je pars sur ce deuxième Vendée Globe avec ce cancer et que j'arrive à malgré tout le remporter. Et ouais, c'était un jour exceptionnel. C'était un des plus beaux jours de ma vie, cette victoire. Et effectivement, cette double victoire. Voilà, gagner cette épreuve qui me fait rêver depuis que je suis enfant.
et aussi remporter cette bataille contre la maladie. Et justement, depuis que vous êtes enfant, j'imagine que vous avez à ce moment-là également une pensée pour vos premières années de voile. Vous racontez dans ce livre comment vous avez mordu à l'hameçon. C'était lors d'un stage de voile au cours de vacances avec vos grands-parents en Bretagne. Et puis là, vous avez eu cette passion pour la voile qui finalement ne vous a jamais lâché. Ouais, moi je viens plutôt d'une famille de terriens. Et voilà, je suis tombé amoureux de la mer, de la voile. De ce sentiment de liberté, de ne pas être contraint par une route, par une piste, par les limites d'un terrain, d'avancer avec cet élément invisible, cette énergie invisible qu'est le vent. Et voilà, ça m'a tout de suite plu et j'ai pas arrêté de naviguer depuis. Et vous parlez de passion dévorante dans ce livre, même quand on a gagné le Vendée Globe, qu'on a fait de multiples podiums, qu'on a remporté de très nombreuses courses, et c'est votre cas, on continue d'avoir cette passion, d'avoir encore cette envie d'aller en compétition. Ouais, moi c'est vraiment une vraie passion de la voile, de la compétition sportive. Moi, je suis un compétiteur, j'aime bien gagner, et c'est vraiment cette passion, elle a vraiment dicté toute ma trajectoire de vie. J'ai travaillé, j'en parle dans le livre, j'ai travaillé à l'étranger, dans plein de pays. J'ai travaillé en Australie, en Suède, en Thaïlande, pour justement forger un savoir, forger des connaissances qui m'ont servi sur ce Vendée Globe. Comment vous sentez-vous depuis l'arrivée de ce Vendée Globe ? Forcément, j'étais heureux de le remporter. Après, effectivement, l'année 2025 a été assez compliquée pour moi. J'ai dû mettre ma carrière entre parenthèses. Donc voilà, il y a un sentiment un peu mitigé, on va dire, sur la saison. Voilà, j'espère que je pourrai reprendre le plus rapidement le chemin des courses. Je prendrai la décision cet hiver si oui ou non je participerai à la Route du Rhum 2026. Ce qui est sûr aujourd'hui, malheureusement, c'est que dans l'état actuel de la recherche, de la science, ce n'est plus possible pour moi de participer au Vendée Globe. Donc je sais d'ores et déjà que je ne serai pas au départ du Vendée Globe 2028. Vous avez fait une croix sur le Vendée Globe 2028, mais vous n'êtes pas encore fermé à la Route du Rhum, donc... Non, autant un tour du monde, c'est une exigence vraiment particulière. Ouais. Une transatlantique, c'est un tout petit peu moins engageant. Donc voilà, je verrai cet hiver pour prendre cette décision. Vous arrivez à sortir en mer aujourd'hui malgré tout ? Ouais, un petit peu. Il y a quelques semaines, j'ai navigué sur mon bateau massif. Voilà, je fais un peu de sport nautique aussi. Ça me fait du bien de rester en contact avec les océans. C'est vrai qu'on garde en tête ce mythe un peu du skipper qui est costaud, qui est fort physiquement, qui est très, très solide. Comment êtes-vous parvenu à accepter cette forme de vulnérabilité ? Vous vous dites, là aujourd'hui vous avez fait une croix sur le Vendée Globe, j'imagine que c'est quelque chose qui vous coûte en tant que grand compétiteur. Comment avez-vous réussi à faire ce chemin dans votre tête ? Je n'ai pas vraiment le choix, justement. C'est pas un choix. Voilà, je suis un petit peu forcé, mais voilà, je garde espoir et je fais tout mon possible pour être le plus discipliné possible vis-à-vis de mon traitement, de continuer à avoir une activité physique et une bonne alimentation pour pouvoir reprendre la masse musculaire que j'ai perdue et pouvoir retrouver le chemin de la compétition le plus rapidement possible. Vous avez reçu des messages, j'imagine, d'autres skippers depuis? Ouais, j'en ai eu plusieurs, ouais. Il y a une solidarité qui est très forte dans le monde. Ouais, il y a une solidarité, un soutien, beaucoup de bienveillance. Et ça fait plaisir. Merci Charlie Dalin, merci beaucoup. La force du destin, c'est aux éditions Gallimard, un livre, un témoignage très fort qui nous replonge donc au cœur de ce tour du monde de l'extrême qui est le Vendée Globe, partagé évidemment entre les moments de joie, entre les moments de doute également, face donc à la dureté de la course au large et face à la cruauté de cette maladie. Merci beaucoup Charlie Dalin et bon courage. On espère vous revoir évidemment sur vos bateaux en course, en compétition le plus rapidement possible. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans les plateaux du Figaro TV. On va quitter maintenant le monde de la course au large. On va revenir sur une autre course, un autre feuilleton qui, lui, malheureusement, n'en finit pas, celui du remaniement ministériel, celui du budget et avec lui de la question de la fameuse réforme des retraites. Vous le savez, Elisabeth Borne a rouvert le débat sur sa suspension. Sébastien Lecornu ne l'a pas refermé, laissant une question en suspens. Combien cela coûterait-il ? Peut-on vraiment se le permettre ? On en parle dans un instant avec l'un des artisans de ce texte si décrié. Pendant 3 semaines de discussion, je n'ai pas ouvert le débat sur la suspension de la réforme des retraites. Ce qui me permet d'en parler d'autant plus facilement que je n'ai pas de leçon à recevoir sur le sujet, parce que justement la gauche m'a reproché d'être un peu rigide.
Je dis juste que entre suspendre, et ce sera un nouveau gouvernement qui devra le décider, avec une méthodologie en lien avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et dire circuler, il n'y a rien à voir, je pense que dans une démocratie et politique, l'Assemblée et le Sénat, et sociale avec les partenaires sociaux, vous aurez du mal à siffler en disant non, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ma conviction, en tout cas, de citoyen, de Premier ministre sortant et d'élu local par ailleurs. On entend donc qu'on va rouvrir le débat au Parlement sur les retraites. C'est ce que vous avez dit au président de la République, il était d'accord ? Non, j'annonce pas l'ouverture d'un débat, j'ai démissionné. Ça sera aux successeurs et au nouveau gouvernement de le dire. Soyons précis. Le président de la République, juste dans mes conclusions de ces 48 dernières heures. Il est d'accord pour ouvrir un débat au Parlement. Mais c'est lui qui prendra ses responsabilités. Bonjour Eric Veil. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Ancien conseiller retraite de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État en charge des retraites entre 2021 et 2022, donc avant la réforme Borne. Vous êtes quelque part à l'origine de ce texte. En tout cas, vous avez participé à l'élaboration des travaux avec M. Pietraszewski qui ont précédé ceux de Mme Borne. Vous publiez aujourd'hui Retraite, un blocage français aux éditions Plomb. Alors, c'est un débat qui est éminemment d'actualité, qu'on n'avait pas forcément vu venir d'ailleurs, parce que il y a encore quelques jours, on n'aurait pas imaginé que le gouvernement n'envisage de remettre en cause comme cela la réforme des retraites, après avoir quand même tenu 2 ans face à la pression de la rue. C'est Elisabeth Borne, elle-même, la mère de cette réforme, qui a ouvert la porte à sa suspension mardi dans les colonnes du Parisien. Sébastien Lecornu, lui, n'a pas décidé de refermer cette porte. Il n'a pas balayé cette hypothèse, loin de là. D'abord, vous qui travaillez sur ce sujet depuis de nombreuses années, comment réagissez-vous à cela ? Moi, vu de ma fenêtre, en tout cas, moi je peux comprendre que d'un point de vue politique, on réfléchisse à la suspension. J'ai envie de dire que ça concerne les acteurs politiques et les calculs politiques du moment. Moi, ce que je sais en tant que connaisseur du sujet, c'est que si on suspend la réforme Borne, ça aura un coût. Ça aura un coût dès 2026 qui a été chiffré à 500 millions d'euros. En 2027, ça a été chiffré à 3 milliards d'euros et ça va monter comme ça progressivement. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? 3 milliards d'euros, c'est le chiffre qu'annonce Sébastien Lecornu, d'autres l'ont dit avant lui. C'est ça, le coût de la réforme des retraites, c'est plusieurs millions en 2026, 3 milliards en 2027 et ensuite 3 milliards par an ? Si on suspend aujourd'hui la montée en charge de la réforme Borne, donc on s'arrête à 62 ans et 9 mois, d'après, en effet, les calculs que je n'ai pas de raison de contester, c'est les calculs du ministère de l'économie, c'est 500 millions en 2026, 3 milliards en 2027, et ça monterait progressivement jusqu'à atteindre un coût total pour les finances publiques de 15 milliards d'ici 2035. 35. D'ici 2035. Ce que disait Elisabeth Borne à l'époque, c'était d'ici 2030. On voit que... Alors, oui, mais le rendement de la réforme Borne était en effet d'ici 2030 de 13 milliards pour le système de retraite et de 22 milliards pour les finances publiques. Là, on ne revient pas exactement aux 62 ans, puisqu'on a un peu déjà, on est déjà un petit peu monté en charge. Et donc, cette suspension aurait un coût. Et donc, moi, ce que je sais, c'est qu'un jour ou l'autre, compte tenu du poids des retraites sur le budget et sur l'économie, il faudra à nouveau réformer les retraites. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, notamment en grande partie à cause des retraites, on s'endette sur le dos des plus jeunes, et non pas pour financer des dépenses d'avenir, mais pour financer la retraite de leurs grands-parents. Je pense que du point de vue de l'équité intergénérationnelle et du point de vue de l'économie et de l'avenir du pays, ça n'est pas pertinent. Vous êtes d'accord avec certains qui disent, comme Édouard Philippe, comme le Conseil d'orientation des retraites lui-même, que même avec la réforme actuelle, il faut déjà penser à une prochaine réforme ? Alors, ce que montrent les projections du corps, moi je m'intéresse surtout au niveau de dépenses. Parce qu'à la fin des fins, c'est ça qui compte. C'est le niveau de dépenses, c'est-à-dire combien on consacre aux retraites par rapport à la création de richesses, par rapport au budget total. On consacre aujourd'hui 25% du budget total aux retraites. C'est 14% du PIB. Si je donne juste un chiffre pour comparer, c'est 4 points de plus que la moyenne de l'OCDE, 2,5 points de plus que la moyenne de la zone euro. Donc, moi, je considère que compte tenu, de l'endettement croissant du pays, du déficit public à près de 6%, et 2, de toutes les dépenses nouvelles à financer dans les années à venir, pour la défense, pour la transition écologique, pour l'école notamment, il est important de moins dépenser pour les retraites, pour se désendetter et dégager des marges de manœuvre financières pour financer des dépenses d'avenir.
Alors j'essaie de me mettre dans la tête des Français qui nous écoutent. On nous a expliqué pendant des années que c'était de l'avenir de notre réforme, de notre système qu'il s'agissait, que c'était un totem, cette réforme des retraites, que c'était presque une question de vie et de mort finalement, c'est ce qu'on nous expliquait au moment de cette réforme. Vous-même également, vous plaidez pour cette réforme et en même temps vous dites, politiquement, c'est vrai qu'on peut comprendre, vu la situation du moment, on voit Elisabeth Borne qui finit par reculer. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre finalement où on va dans cette histoire. Sans entrer dans les détails, puisque là ça concerne vraiment les acteurs politiques, mais j'imagine que le calcul qui est fait, entre autres par Elisabeth Borne, c'est de dire finalement peut-être, je dis bien peut-être, que c'est un moindre mal de la suspendre plutôt que de s'enfoncer dans un chaos politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? Je pense que c'est un pari et je peux le comprendre. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment, s'il s'agissait de remettre les choses sur le métier, comment on ferait. Et ce que je constate, c'est que sur le plan des mesures, ce qu'on appelle paramétriques, donc qui permettent de rééquilibrer le système, on s'est énormément focalisé ces dernières années, et même ces dernières décennies, sur l'âge légal. Tout le monde parle toujours de l'âge légal, 62-64 ans, la réforme Woerth, c'était 60-62 ans, alors qu'il y a plein d'autres paramètres pour faire évoluer notre système, le rendre moins généreux, inciter à décaler l'âge effectif de départ à la retraite, parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. Je vais juste vous en citer quelques-uns. Je vous en prie. Il y a la durée de cotisation, bien sûr, dont tout le monde parle aussi, qui a des avantages, mais qui a l'inconvénient de cibler aussi les personnes les plus précaires qui ont des carrières hachées. Donc, ce n'est pas du tout la martingale, la durée de cotisation. Mais il y a aussi la formule de calcul de la pension de retraite. Aujourd'hui, on prend en compte, pour calculer la pension de base, le salaire moyen des 25 meilleures années. On pourrait demain choisir de prendre en compte les 35 meilleures années. Et ça, toutes choses égales par ailleurs, ça fait des économies tout en ciblant les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui ont les carrières les plus dynamiques. Il y a ça, il y a le taux de liquidation, 50% du salaire moyen, on pourrait dire c'est plus 50% par exemple, mais 45%. Il y a le barème de décote sur cote sur lequel on pourrait jouer. Il y a l'âge pivot qu'on avait évoqué il y a 5 ans. Et bien sûr, il y a toutes les réformes systémiques que personnellement j'appelle de mes voeux dans ce livre, qui permettraient de enfin sortir des vieilles recettes budgétaires et prendre le sujet dans toute sa dimension. Mais malgré tout, on voit bien que c'est le totem de l'âge qui aujourd'hui cristallise les tensions. Comment l'expliquez-vous ? Parce que finalement, lorsque les gens décident de descendre dans la rue autour de cette question de l'âge, c'est pas le gouvernement qui décide d'en faire un totem. C'est tout à fait compréhensible. Je pense que quand on dit, et on l'a vu au moment de la réforme Borne, quand on dit on va décaler l'âge légal de 62 à 64 ans, tout le monde comprend, et on peut comprendre que les gens le comprennent ainsi, tout le monde comprend, je vais devoir travailler 2 ans de plus. En réalité, à cause ou grâce à l'articulation entre les différents paramètres du système, les études sur la réforme Borne montrent que l'âge effectif de départ à cause de cette réforme ne sera pas décalé de 2 ans, mais de 6 mois en moyenne. Et ce, en protégeant les plus précaires. Parce que la plupart d'entre eux, en réalité, ils partent ou à l'âge d'annulation de la décote de 67 ans, parce que malheureusement, ils ont des carrières hachées, ou à l'âge du taux plein pour inaptitude pour raison de santé à 62 ans. Et ces 2 bornes-là, la réforme Borne n'y a pas touché. Par ailleurs, ils ont bénéficié de la revalorisation du minimum de pension, qui fait qu'à la fin des fins, et c'est un autre contresens du débat sur la réforme des retraites, sur la réforme Borne, à la fin des fins, c'est une réforme qui est redistributrice. Elle a surtout touché ceux qui, in fine, ont les pensions les plus aisées, et elle a plutôt protégé et même amélioré les droits à la retraite des plus précaires. Et ça, vous l'expliquez effectivement très bien dans ce livre. Vous revenez sur les idées reçues, notamment cette question de l'âge de départ, et finalement, vous montrez que effectivement, ça va décaler de 6 mois et pas forcément 2 ans. Je reviens sur l'argument de ceux qui sont plutôt favorables à la suspension de cette réforme. Écoutons Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Voici ce qu'elle disait ce matin sur BFM Business. En fonction des curseurs, ça peut ne pas aller jusqu'à 3 milliards d'euros de dépenses, en tout cas d'euros à chercher. Mais moi, je trouve que c'est pas cher. Et vu l'instabilité actuelle, l'OFCE estime une dissolution à 0,5 point de PIB, 15 milliards d'euros de coûts pour un pays comme la France. Moi, je pense que ça vaut le coup de se dire, on remet les choses à l'endroit, on responsabilise les partis politiques et on trouve enfin une voie de passage dans cette sortie de crise. Une voie de passage, en l'occurrence, ça veut dire suspendre cette réforme, peut-être même l'annuler à terme, avec donc toujours cette idée que finalement l'instabilité coûte plus cher que le retrait de cette réforme. Alors, à court terme, c'est un argument, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un argument que je peux comprendre. Le problème, c'est que quand Marie-Lise Léon dit que ça coûterait finalement que 3 milliards d'ici 2027,
Oui, mais faut-il encore qu'ensuite on reprenne la montée en charge de la réforme? Si, comme on peut le craindre, la réforme n'est pas suspendue mais arrêtée et ne reprend pas en 2027, alors le coût ne sera pas de 3 milliards, mais de 15 milliards, 15 milliards annuels à horizon 2035. Est-ce qu'on peut se le permettre alors que le Conseil d'analyse économique dit que d'ici 10 ans, il faut aller chercher 120 à 150 milliards d'économies structurelles, que pour la transition écologique, il faut dépenser en plus 30 milliards par an, pour la défense, il faut dépenser en plus 30 milliards par an, sans compter les besoins pour l'école, pour la santé. Je peux comprendre le pari à court terme, qui est celui finalement du moindre mal, compte tenu de la stabilité politique que ça pourrait offrir, mais à long terme, s'il n'y a pas une nouvelle réforme pour faire baisser le poids des retraites dans le budget et dans l'économie du pays, on finira par le payer cher. Et ce sont effectivement des prévisions que vous citez qui sont officielles, qui sont chiffrées, qui sont détaillées. Je reprends quand même un autre argument. On écoutait Maryse Léon et voici ce que dit, tiens, par exemple, Sébastien Chenu du Rassemblement national. Lui, il dit « C'est aux Français de trancher. C'est un enjeu de société. La réforme des retraites, ce n'est pas que de la comptabilité. » Il disait ça chez BFM TV hier soir. Là aussi, que lui répondez-vous? Lui, ce qu'il dit, et d'ailleurs, vous êtes assez d'accord, enfin, oui. En tout cas, vous ne niez pas cela, qu'il s'agit de chiffres, mais il s'agit aussi d'enjeux de société. Exactement, et je pense que c'est un des angles morts du débat sur les retraites, c'est qu'on s'est trop concentré sur les leviers budgétaires. Et moi, ma croyance, et ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que les recettes budgétaires, les vieilles recettes budgétaires sont usées désormais. À chaque fois, les réformes des retraites sur les 30 dernières années, elles ont réglé à chaque fois le problème que provisoirement, il a fallu remettre ça sur le métier en moyenne tous les 5 ans. Elles ont miné la confiance des Français dans le système parce que leurs droits à la retraite ont été rabotés petit à petit. C'est une sorte de supplice chinois pour les Français tous les 5 ans. Ils pensent qu'ils pourront partir, je ne sais pas, à 62, puis finalement c'est 63. Donc, à mon sens, une manière de prendre le sujet dans toute sa dimension, et je suis d'accord, ça n'est pas qu'un sujet budgétaire, c'est de remettre sur le métier une réforme systémique qui serait à la fois plus juste, plus lisible, mieux pilotable, qui permettrait de meilleures mobilités professionnelles et qui permettrait, selon des indicateurs bien identifiés comme l'espérance de vie, de faire évoluer de manière prévisible les différents paramètres du système. Mais c'est vrai qu'on touche là au cœur du sujet, au cœur du problème et au cœur d'ailleurs de votre livre. Ce blocage français, au fond, c'est ce qu'on vit en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est si profond ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, une raison simple, c'est que ça touche la vie des gens. Et pas que des retraités. Les salariés eux-mêmes doivent consacrer, beaucoup n'en sont peut-être pas conscients, 30% de leur salaire brut, de ce que leur verse l'entreprise, pour financer les retraites. Donc ça comprime leur salaire net. Les retraités, bien sûr, leur droit à la retraite, ça fige leur niveau de vie, finalement, sur les 25 dernières années de leur vie. Donc c'est très sensible, premièrement. Deuxièmement, je pense que le blocage, il est aussi du côté de la classe politique, au sens où, aujourd'hui, la classe politique nous offre malheureusement un spectacle assez désolant entre ceux qui disent finalement il n'y a pas d'alternative, c'est l'âge légal ou rien, alors qu'il y a plein d'autres options, ceux qui disent les autruches, qui mettent la tête dans le sable, qui disent finalement circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème de financement, et je dirais les magiciens, ceux qui disent mais finalement, peut-être qu'il y a un problème de financement, mais la priorité, c'est pas de s'en prendre aux retraités ou aux futurs retraités, c'est de s'en prendre aux riches, c'est de s'en prendre aux immigrés, c'est de s'en prendre à la contribution de la France à l'Union européenne, Est-ce que vous à la dites, fraude sociale. Y compris les politiques, qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas les enjeux? Ils comprennent pas cette réforme? Je pense que le dernier facteur de blocage autour des retraites, c'est qu'on a un système qui est particulièrement illisible et qui conduit à ce qu'on enchaîne les idées reçues, voire les mensonges en la matière. Et donc on n'arrive même pas à avoir un consensus sur le constat et les effets réels des réformes. Et les Français eux-mêmes, d'ailleurs, pour leur vie, pour leur retraite, beaucoup finalement ne savent pas, même proches de la retraite, quel sera leur montant de pension et à quel âge ils partiront à la retraite. Et c'est d'autant moins que les réformes des dernières années, qui ont par ailleurs des avantages, comme je l'ai expliqué, les réformes des dernières années ont changé parfois tardivement les règles du jeu pour des retraités à quelques années de la retraite. Et tout ça participe à miner la confiance dans le système. Michel Rocard disait en son temps, il y a avec la question des retraites de quoi faire tomber 5 ou 6 gouvernements. Ça y est, là on y est, c'est une bombe à retardement, les retraites qui finit par nous exploser à la figure. C'est ça qu'on vit en ce moment? Et oui, effectivement, je pense que les dernières séquences où l'on bien montré, et c'est bien pour ça que si on veut s'éviter un psychodrame tous les 5 ans, voire moins, sur les retraites, il faut mettre en place un nouveau système avec des indicateurs bien identifiés qui évoluent selon des paramètres prévisibles, connus comme l'espérance de vie, de telle manière à ce qu'on ne surprenne pas les Français tous les 5 ans par une nouvelle réforme qui rabote leurs droits et qui ruine leur confiance dans le système. Il faut mettre en place un système mieux pilotable avec des indicateurs automatiques bien connus
qui permet et qui, par ailleurs, serait beaucoup plus lisible en termes de droit à la retraite. Ce que je propose dans le livre en 2 mots, c'est s'inspirer du système universel proposé il y a 5 ans, du système universel à points, mais aussi, c'est-à-dire reprendre le grand principe qui était l'idée qu'1 euro cotisé devrait ouvrir les mêmes droits, quelle que soit la profession, quel que soit le moment de la carrière. Et dire en revanche qu'on ne compte plus en points mais en euros. C'est-à-dire que les cotisations sont directement converties en euros de pension qui s'accumuleraient au fil de la carrière. Et quant à l'âge, je pense qu'il faut un système plus incitatif, mettre un âge du taux plein pour tous, par exemple à 65 ans, et qui évoluerait en fonction de l'espérance de vie, et dire aux Français, vous pouvez toujours partir à 62 ans, mais vous aurez une plus petite pension. Et donc finalement, les responsabiliser, les traiter en adultes, et leur laisser libre du choix entre âge de départ et niveau de pension, les inciter à travailler plus. Je note que vous écartez totalement l'idée de la retraite par capitalisation obligatoire. Alors, c'est un point intéressant qui est dans le débat public maintenant depuis plusieurs mois. Et qui beaucoup, en réalité, l'appellent de leur vœu. À titre personnel, j'ai aucune réserve de principe sur la retraite par capitalisation, ça marche très bien dans beaucoup d'autres pays. Le problème, en un mot, c'est le coût de la transition. Ça coûte extrêmement cher pour passer d'un système par répartition à un système par capitalisation, parce que pendant près de 80 ans, il faut cotiser 2 fois pour payer la retraite de nos parents-grands-parents et pour constituer notre propre pension de retraite. Donc ça peut être une solution éventuelle de très très long terme, mais c'est un coût pendant les prochaines décennies. Donc ce n'est absolument pas une solution miracle pour régler le problème budgétaire que nous pose aujourd'hui le système de retraite. À vous entendre, Éric Veil, au fond, la pause proposée aujourd'hui, elle n'est qu'annonciatrice des blocages de demain, finalement, malheureusement. Cette pause, elle peut une nouvelle fois être compréhensible compte tenu du contexte politique, mais il me semble évident que dans les prochaines années, il faudra remettre le sujet sur le métier, et j'espère, cette fois-ci, avec une approche plus systémique. Merci Éric Veil, merci beaucoup, ancien conseiller ministériel en charge des retraites, avec ce livre, donc Retraite, un blocage français, c'est chiffré. Et ça permet effectivement d'en savoir plus. Vous démontez un certain nombre d'idées reçues également, on en a évoqué quelques-unes. Il y en a bien d'autres en tout cas dont il est question dans ce livre autour de ce débat et qui déchaîne les passions et dont on est hélas bien loin d'être sorti. On va maintenant ouvrir une page de politique étrangère. L'espoir n'avait probablement jamais été aussi grand au Moyen-Orient depuis plusieurs années. Autour d'une paix à Gaza, Israël et le Hamas sont parvenus à s'entendre cette nuit pour mettre en œuvre la première phase de l'accord de paix proposé par Donald Trump. On y revient dans un instant avec le géopolitologue Bertrand Badi. Écoutez d'abord ce que disait Donald Trump hier soir au micro de Fox News. We'll be involved in it, but the big thing is hostages are going to be released. It's probably our time would be probably Monday, and you know they're a terrible situation. They're deep in the earth, and they're being gotten, and a lot of things are happening right now. As we speak, so much is happening to get the hostages freed, and we think they'll all be coming back on Monday. So it looks like that's the thing, and that'll include the bodies of the dead. So Gaza, we believe, is going to be a much safer place, and it's going to be a place that reconstructs. And other countries in the area will help it reconstruct because they have tremendous amounts of wealth and they want to see that happen. And we'll be involved in helping them make it successful and helping it stay peaceful, but I think it's going to be peaceful. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau, géopolitologue bien entendu, auteur de L'Art de la paix, publié en 2024. Vous étiez venu d'ailleurs nous parler de cet ouvrage au moment de sa sortie, publié aux éditions Flammarion. Alors Bertrand Badi, ça y est, une paix solide, durable et éternelle, c'est ce qu'annonce Donald Trump. Est-ce que le président américain, selon vous, a raison de dire cela, de se réjouir, ou bien est-ce qu'il crie victoire trop vite ? Alors, d'abord, à titre de préalable, il faut dire que le cessez-le-feu, c'est pas la paix, et que la paix, ce n'est pas la non-guerre, mais c'est la construction d'un ordre. Mais c'est une première étape. Alors voilà, et une étape extrêmement heureuse pour les familles des otages et pour ces 2 millions et quelques de Gazaouis qui sont sous les bombes depuis 2 ans et qui connaissent un véritable martyre. Mais ce préalable est nécessaire. On ne peut pas penser la paix autrement qu'avec un tel préalable. Tout reste pour autant à faire. Et ce qui est inquiétant, je ne veux pas tout de suite assombrir la situation, mais c'est que ce qui a été négocié, l'accord qui a été obtenu, porte sur la libération des otages, mais n'a véritablement pas
porté sur les articles du fameux plan trumpien en 20 points qui envisageait ces sorties de guerre et cette construction de la paix. Je pense au statut provisoire de la bande de Gaza et je pense surtout au résultat final, c'est-à-dire la construction d'un État palestinien. Et on va y revenir effectivement sur les conséquences que pourrait avoir cette paix. Pour le moment, effectivement, c'est la première phase qui est le signe d'un accord qui a été accordé, sur laquelle ils se sont entendus, avec donc la libération des otages d'un côté, avec le respect par Israël de l'arrêt des bombardements. C'est cette première phase. Ça paraissait quand même inimaginable il y a quelques mois. Vous dites, il faudra juger sur pièce. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs facteurs ont joué qui rendent compréhensible ce qui s'est passé la nuit dernière. Il n'y a pas de miracle, vous savez, dans ce genre de crise. Ce qui s'est passé, je dirais, c'est deux choses. La première, bien entendu, le président des États-Unis a tapé du poing sur la table parce qu'il veut absolument un résultat à mettre à son actif. Et donc, il a contraint, on dirait, il a tordu le bras de Benjamin Netanyahou, dont le discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, il y a tout juste une dizaine de jours, indiquait exactement le contraire du contenu du plan. Donc il y a eu un acte de contrainte. On sait qu'effectivement... Une pression, en tout cas. Oui, mais une pression qui est contraignante. C'est-à-dire, on sait que le seul acteur dans les relations internationales qui puisse véritablement faire changer d'avis le Premier ministre israélien, c'est les États-Unis qui sont le livreur d'armes d'Israël. Mais il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un changement de contexte. Il y a un alignement des planètes qui était favorable à cet accord. Alors justement, qu'est-ce qui a permis cet accord ? Effectivement, il y a encore... Alors vous évoquiez le discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU. On pourrait aussi parler du bombardement du Hamas au Qatar il y a encore un mois. Et ça avait suscité d'ailleurs l'ire des États-Unis qui avait été prévenu seulement au dernier moment. Qu'est-ce qui fait que là, dans les derniers jours, cela a pu se faire ? Il y a eu un alignement des planètes, chacun a reconnu que la paix lui était favorable. Oui, parce que le Hamas, outre le fait qu'il a été affaibli par ces 2 ans de guerre, outre le fait que les Gazaouis, c'est-à-dire les frères, les sœurs des dirigeants du Hamas sont dans une situation absolument épouvantable depuis 2 ans, n'a plus tellement intérêt à garder les otages. Je dirais que c'est terrible de dire ça, ça peut paraître cynique, mais il faut voir la réalité quelquefois dans ce cas-là de plus cru. Les otages ont rapporté, entre guillemets, au Hamas un certain nombre d'avantages. Il n'est pas sûr que ces avantages pouvaient se prolonger indéfiniment. Beaucoup sont morts, une vingtaine restent vivants. Le Hamas, par cette prise d'otage, a obtenu un renversement de la situation au Proche-Orient. Il a obtenu également une libération conséquente de prisonniers palestiniens et il a obtenu également, je dirais, une deuxième santé, au moins en Cisjordanie. Gaza, c'est différent. Donc, il a obtenu les résultats qu'il escomptait, et donc, garder indéfiniment les otages pouvait devenir dangereux pour lui. Côté israélien, il faut comprendre qu'il y a 2 choses qui ont joué. D'abord, il faut voir à quel point l'économie israélienne souffre directement et profondément du prolongement de cette guerre. L'économie et aussi la population. Des soldats israéliens tués en nombre incomparable par rapport à toutes les crises qu'Israël a eu à affronter depuis 1948. Mais on voit que les boycotts sont réactivés, que l'économie israélienne se porte mal, comme toute économie d'un pays qui doit supporter 2 ans de guerre. Et ajouter à cela 170 000 Israéliens qui ont quitté Israël depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire un véritable exil de la population et qui touche en particulier les intellectuels, les techniciens, les scientifiques, donc vraiment le corps décisif de la société israélienne, et surtout une pression internationale
C'est ça l'acteur invisible. C'est cette pression systémique à travers l'opinion publique internationale, les boycotts qui ont été relancés, les manifestations, les formes nouvelles de désertion, d'isolement de l'État israélien. Benjamin Netanyahou a compris que la population israélienne ne pourrait pas indéfiniment supporter cette situation. Mais avec cet accord, finalement, Benjamin Netanyahou montre qu'il est prêt à faire un compromis, qu'il est prêt effectivement à avancer vers une paix durable. Est-ce que c'est pas malgré tout à mettre à son crédit ? Est-ce que être réaliste est à mettre au crédit d'un homme politique ? Ça, c'est un sujet de dissertation. Je ne sais pas. Ce qui maintenant doit être surveillé, c'est la manière dont les deux protagonistes, c'est-à-dire le Hamas et le gouvernement israélien, vont accompagner cet accord. Et respecter leurs engagements. Et alors voilà, il y a deux choses à regarder. Il y a, comme vous le dites très justement, le respect des engagements. Les bombardements continuaient encore il y a quelques heures à Gaza. Oui. Et les otages n'ont pas encore été libérés. Voilà, comment va se faire concrètement la libération des otages et la libération des prisonniers palestiniens. Il y a tout un aspect extrêmement fragile qui fait qu'à chaque moment, tout peut capoter. Ouais. C'est dans les premières heures, finalement, que cet accord va se jouer. Les premières heures vont être particulièrement décisives parce que n'importe quel grain de sable peut tout remettre en question. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il va falloir surveiller, c'est comment et jusqu'à quel point l'un des deux protagonistes ne va pas profiter du faux pas ou d'éventuels faux pas de l'autre pour tout remettre en question. Et puis enfin, le grand problème, vous savez, le problème éternel, je dirais depuis 1948, c'est est-ce qu'on va passer à la dernière étape ? Tout le problème est là. Rappelez-vous, 20 janvier dernier, Trump est sur le point d'entrer à la Maison-Blanche. Il propose un plan en 3 étapes qui est accepté. Les 2 premières étapes fonctionnent. La 3e étape, c'est ce qui devait permettre de passer à la libération de l'ensemble des otages et devait notamment amorcer un plan de paix pour, sinon la Palestine, du moins pour Gaza. Et c'est en tout cas ce que promet Donald Trump. Lui, il promet la stabilisation et il promet même que les pays voisins vont y aider également. Est-ce qu'on a de bonnes raisons d'y croire ? Justement, toute l'interrogation est là, parce que, sauf respect pour le président des États-Unis, la copie, là, est assez mal faite. Il est question d'une administration sous présidence américaine avec un rôle décisif donné à Tony Blair. Est-ce que vraiment on est là au plan de médiation, au point de médiation le plus favorable? J'en doute. Et ensuite, rien n'est défini. Il est question sur le statut du Hamas. Mais alors, il y a la démilitarisation du Hamas, mais la démilitarisation du Hamas, il faut voir les choses en face, ça n'a aucun sens, c'est un slogan, c'est de la rhétorique. Pourquoi ? Le Hamas, mais parce que le Hamas n'est pas une armée avec sa nomenclature. Dans une armée, on sait qui est dedans, qui est dehors, quelle est la chaîne de commandement, quelles sont les armes détenues, et on peut à ce moment-là procéder à cette démilitarisation, à ce désarmement. Ça a été fait par les Nations Unies au Mozambique et dans d'autres pays avec un certain succès. Mais on peut ou non décider de les mettre en jeu. Pardon ? On peut ou non décider de les mettre hors jeu, de mettre en place une nouvelle autorité. Le problème est là, c'est qu'on ne peut pas désarmer une milice comme on désarme une armée d'État. Il n'y a pas un annuaire avec la liste des soldats du Hamas. Et il n'y a pas un registre qui a fait la collecte de l'ensemble des armes à la disposition de cette milice. Le Hamas, c'est ce que Mao Tse-tung appelait le poisson dans l'eau. Dans la société, il se dissout dans la société palestinienne. Un jour, c'est un cousin, l'autre jour, c'est le beau-frère qui se joint à vous pour mener une action. Comment voulez-vous contrôler tout ça ? Et puis alors après, quand il s'agit de passer à une solution définitive, on est dans le brouillard total. Vous savez, il y a quelques rares exemples depuis 1945 de succès de la transition. Je pense notamment à la Namibie en 1989. C'est les Nations Unies qui ont fait le travail. Parce que les Nations Unies étaient considérées comme un véritable arbitre, comme neutre.
Ce n'était pas le président des États-Unis ou l'ancien Premier ministre britannique. C'était les Nations Unies. Et c'était la GANUPT, le groupe d'assistance des Nations Unies pour la transition. C'est de ça dont on a besoin, c'est-à-dire une véritable institutionnalisation de cette phase transitoire. Là, pour l'instant, elle reste entre les griffes des puissances, et ça, c'est pas bon signe. Et justement, sur ce conflit à Gaza, en Israël, quelles conséquences cette paix, si elle devait être durable, pourrait-elle avoir sur le fameux processus de reconnaissance de l'État de Palestine ? Vous savez, qu'est-ce que c'est que la paix? Vous avez eu l'amitié de citer mon livre sur l'art de la paix. La paix, c'est pas arrêter la guerre, c'est pas la non-guerre, c'est la vraie coexistence. Tant qu'il n'y aura pas une coexistence réelle, il n'y aura pas de paix. La coexistence, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire la reconnaissance. Il faut se reconnaître mutuellement, sinon ça ne marche pas. Deuxièmement, c'est la parité, c'est-à-dire on a des droits égaux. Et troisièmement, c'est l'altérité, c'est-à-dire on valorise l'autre, on considère que l'autre n'est pas une charge, mais une chance. Bon, vous voyez que là, rien n'est fait encore pour aller de l'avant. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que lorsqu'on concentre ses efforts sur les cessez-le-feu et non sur la paix, ça veut dire qu'on concentre ses efforts sur un moment de répit pour mieux repartir après. Et donc c'est là et maintenant qu'il faut intervenir de manière à entrer dans cette route qui mène à la coexistence. Rien dans le plan 20 points, mais absolument rien ne favorise ce genre de choses. Alors que dans les accords d'Oslo, il y avait cette lueur déjà. Et vous avez vu comment elle a été mise à mal. Là, il n'y a même pas cette lueur. Alors cet accord, ce texte, effectivement, en 20 points proposé par Donald Trump, je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu quand même sur cette action, ce rôle qu'aura eu Donald Trump dans cet accord, dans ce cessez-le-feu. Nous verrons effectivement s'il est respecté. C'est quand même lui l'architecte de ce plan de paix. Est-ce que ce n'est pas une victoire pour lui, malgré tout, pour Donald Trump ? En tous les cas, soyons sûrs qu'il va le présenter comme tel, et il a déjà commencé. Est-ce que ce n'est pas le cas, tout simplement? La réalité est plus compliquée que ça, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ces initiatives en Ukraine avaient complètement échoué, et au Proche-Orient avaient systématiquement échoué depuis le 20 janvier dernier. Donc, s'il s'est passé quelque chose de nouveau... Bon, on le doit, bien sûr, aux initiatives qu'il a pu prendre, mais on le doit surtout à ce contexte qui a changé. Et puis, tout le problème, et ça, vous voyez, c'est, je crois, la principale faiblesse de la diplomatie trumpienne, c'est de confondre paix et cessez-le-feu. Ils se vantent, par exemple, d'avoir fait signer un texte de cessez-le-feu entre l'État congolais, la RDC, et l'État rwandais à propos du Kivu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le conflit continue. Pourquoi? Parce que le cessez-le-feu a engagé des États, il n'a pas engagé des sociétés, les peuples qui continuent à se battre, et parce qu'un cessez-le-feu ne crée pas d'autres obligations que de ne pas tirer. C'est-à-dire, en fait, ce répit dont je parlais tout à l'heure. Même si en l'état, l'objectif de ce cessez-le-feu, c'est d'aboutir justement à une véritable paix qui pourrait aller plus loin. Eh bien, c'est ce qui me fait peur, c'est-à-dire que dans ce texte, il n'y a aucun mode de passage du cessez-le-feu à la paix. C'est-à-dire, ce n'est pas un comité de paix présidé par Trump et vice-présidé par Tony Blair, et une idée très floue qui n'engage même pas l'idée de cette parité d'État et de cette coexistence d'État qui pourra aboutir à une solution. Je crains même que les frustrations, les déceptions conduisent à la radicalisation beaucoup plus qu'à la paix. Est-ce que, et très rapidement Bertrand Badi pour conclure, Donald Trump, vous savez qu'il revendique le prix Nobel de la paix, c'est quelque chose qui peut paraître symbolique, anecdotique, mais qui en réalité a son importance. Est-ce que vous croyez qu'il peut y prétendre sérieusement? Je pense que ce n'est pas seulement anecdotique, c'est comique. C'est comique. Je veux dire, un homme qui a injurié les institutions multilatérales comme il l'a fait lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, un homme qui a mis fin à toutes les politiques d'aide sociale au développement notamment, et dont la revue de Lancet nous dit que ça vaudra 14 millions de morts d'ici 2030, n'est pas un homme de paix.
Merci Bertrand Badi. Nous verrons en tous les cas ce qui est décidé par le jury. On a bien entendu et compris votre point de vue. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre L'Art de la Paix, publié en 2024. Un livre, bien évidemment, que l'on recommande. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Vincent Roux à la présentation de Point de vue. Excellent après-midi à tous.